Alors, on est reparti pour la suite du cours sur la stratification sociale, avec donc les approches des grands penseurs de, euh, de la stratification sociale. On avait fait au moins 4 vidéos précédemment sur l'analyse de Marx, et donc c'était un petit peu long, puisque effectivement il y avait beaucoup de notions à poser, des choses assez parfois théoriques, mais qui méritent qu'on fasse le détour pour les comprendre. Donc là, on va passer donc à Max Weber, qui va proposer une autre analyse de la structure sociale, qui va être un petit peu plus, alors pas forcément simple, mais voilà, on va pouvoir aller un peu plus vite sur son analyse. Donc comme pour les vidéos précédentes, je vais lire ce que j'ai écrit, et je ferai des commentaires si jamais je considère que c'est nécessaire. Donc grand C, l'analyse pluridimensionnelle de Max Weber. Donc pour le sociologue Max Weber, l'analyse de la structure sociale proposée par Marx est trop réductrice, car ne tenant compte que de la place des individus dans la sphère productive comme source de différenciation. Cela veut dire que l'on ne se sert que du critère de la place dans le processus de production pour classer les individus dans différents groupes et ainsi rendre compte de la structure sociale. Ok, donc si on doit commencer à faire des comparaisons entre Max Weber et Karl Marx, la première et la plus simple à faire, c'est que Marx utilise un seul critère pour décrire la structure sociale, c'est la place dans les rapports sociaux de production, donc là je vous renvoie aux vidéos précédentes, alors que Max Weber, lui, va proposer plusieurs critères. D'accord? Il y aura au moins 3 critères qui permettront de ranger les individus dans des groupes différents pour essayer de décrire la société. Je reprends ici. Weber propose donc une théorie de la stratification sociale basée sur plusieurs critères de différenciation, ce que je viens de dire, hein. On va voir en détail ce que ça signifie dans le document 15. Son approche de la stratification sociale est une approche nominaliste. Alors pourquoi nominaliste, hein? Car il range les individus de la stratification, il range les individus dans des groupes selon des critères qui ne font pas forcément sens pour eux. Alors ça, c'est, voilà, je vous avais dit qu'on reviendrait sur cette opposition nominalisme et réalisme. On pourrait essayer de simplifier, parce qu'en vérité, cette opposition est plus complexe et renvoie à des débats philosophiques qui sont très très éloignés de nos préoccupations et du programme. Mais pour essayer de comprendre un peu cette opposition, vous devez garder à l'esprit que quand un sociologue range les individus dans des groupes selon des critères qui ne font pas sens pour les individus, c'est-à-dire que les individus ne se définissent pas par rapport à ce critère. Cette caractéristique ne rentre pas dans leur identité personnelle. Alors si le sociologue les réunit quand même ensemble, alors que ça ne veut pas dire grand-chose pour les individus, alors cela veut dire que c'est une analyse nominaliste. Le sociologue va ne faire que créer des groupes qu'il va nommer comme étant pertinents à ses yeux pour décrire la société. Mais c'est vraiment la sensibilité du sociologue qui va jouer dans le fait de rapprocher des individus selon tel critère plutôt que tel autre. Alors que pour l'analyse réaliste, hein, comme on l'avait vu avec Marx, le sociologue quelque part ne fait rien de très original, hein, il fait que dire ce qui est censé déjà être. C'est-à-dire les ouvriers, ils sont là les ouvriers, hein, ils sont là, ils ont le même métier, ils travaillent dans les mêmes endroits, ils ont la même culture, donc c'est pas une question de point de vue, hein, si on considère l'approche réaliste de Marx, hein, c'est juste un constat de voir qu'il y a une classe qui s'appelle classe ouvrière et qu'elle existe. Et en plus de ça, c'est réaliste parce que les ouvriers se considèrent comme ouvriers. L'idée qu'ils sont des exécutants qui travaillent dans des usines et qu'ils sont en opposition avec la bourgeoisie, bah, s'ils ont cette idée-là en tête, les ouvriers, alors c'est que ce critère est pertinent pour eux, pour se définir. Donc ça rend la classe encore plus réaliste de ce point de vue. Donc, bon, chez Weber, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, hein, c'est des regroupements d'individus selon des critères que les individus ne considèrent pas comme importants, voire même dont ils ignorent la pertinence. Donc ça, c'est l'approche nominaliste. Alors je reprends à partir de là. Donc au contraire, Marx a une approche réaliste, donc je vais me répéter un peu, hein.
de la structure sociale, car selon lui, les membres de la classe ouvrière et de la classe bourgeoise ont conscience de leur place dans les rapports sociaux de production. Ce critère fait sens pour eux, ce qui en fait des classes réelles. D'accord? Donc, bon, on parle beaucoup des ouvriers, mais effectivement, la classe bourgeoise aussi a conscience d'elle-même, et faire partie de la bourgeoisie, c'est un critère d'appartenance. Être propriétaire des moyens de production, c'est un critère qui fait sens pour les bourgeois à l'époque de Marx, et qui peut justifier une analyse réaliste. Je referme la parenthèse sur Marx, on en a déjà assez parlé. Alors, je poursuis. Donc, je vous lis le document 15, qui va expliquer justement la théorie de la structure sociale selon Weber. Donc, c'est un texte que l'on doit à un sociologue connu qui s'appelle Alain Beer, donc qui est un des spécialistes des inégalités. Vous avez déjà peut-être croisé son nom parce que on utilise souvent des documents d'un des livres qu'il a écrit avec Roland Pfefferkorn, qui s'appelle, euh, alors c'est sur les inégalités, jeunesse des inégalités ou quelque chose comme ça. Donc c'est un sociologue qu'on croise souvent dans ce type de problématique. Donc je reprends du début, il est un peu long, hein, mais c'est assez bien écrit, donc c'est quasiment comme si c'était du cours, hein. Donc j'y vais. Document 15, l'analyse de la stratification sociale, ou de la structure sociale plus généralement, hein, de Max Weber. Dans cette perspective, les processus de segmentation, de hiérarchisation et d'opposition conflictuelle qui structurent les sociétés contemporaines donnent naissance à différents groupements macro-sociologiques dont les classes sociales ne constituent qu'une forme ou type particulier parmi d'autres, différents d'eux. Autrement dit, les classes sociales existent bien, mais toute la segmentation, la hiérarchisation et la conflictualité de la société ne se condensent pas en elles. Les classes sociales ne sont pas tout au plus quelque chose. Ça veut dire, en gros, si on doit simplifier ou résumer ce que dit Alain Beer, il dit que les individus sont différents d'une société, il y a une différenciation. Ça veut dire qu'en gros, on n'est pas tous pareils, on a des choses qui nous différencient, mais on a aussi des choses qui nous rapprochent, c'est-à-dire voilà, des points communs. Et donc, considérer que la place dans les rapports sociaux de production est l'unique critère, ou en tout cas est le critère le plus pertinent pour classer les individus, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu réducteur. Il y a d'autres critères possibles, hein. C'est une manière de voir la société, un peu comme si on mettait des lunettes, hein. On mettrait les lunettes marxiennes, et on verrait tout sous l'angle des rapports sociaux de production, et on aurait l'impression que c'est ce qu'il y a de plus intéressant et de plus pertinent. Bon, en vérité, c'est une paire de lunettes parmi toute une gamme qui peuvent prendre d'autres critères comme pertinents pour décrire la société. Donc c'est bien quand même de prendre un peu de recul et de considérer qu'il y a d'autres façons de voir la société sous d'autres angles que l'angle des rapports sociaux de production. Donc Marx est important, mais en gros, il n'y a pas que Karl Marx. Voilà ce que dit l'auteur. Je poursuis. Selon Weber, les classes sociales ne seraient qu'un principe parmi d'autres de segmentation et de hiérarchisation de la totalité sociale. Weber opère trois distinctions. Donc là, on rentre dans la description de l'analyse de Weber, hein. Weber, il est bien, lui, dans une espèce de version plus large que Marx, hein, en adoptant au moins deux autres critères. Donc, je reprends ici. Les classes qui n'existent selon lui que dans l'ordre économique, d'une part, hein. Donc il y a un ordre, c'est-à-dire une échelle, hein, une échelle de hiérarchisation. Quand on parle d'ordre, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Dans l'ordre économique, c'est l'échelle au sein de laquelle vont se classer les individus selon le principe économique, selon critères économiques, qui va être chez Weber l'accès potentiellement, ou l'accès le plus ou moins grand aux biens et aux services, c'est-à-dire le fait d'avoir des richesses qui nous permettent d'acheter ces biens et ces services. Donc, on a plus ou moins de chances de faire partie de cette hiérarchie, d'être en haut ou en bas, selon qu'on est riche ou pauvre. C'est ça l'ordre économique. Donc, je reprends ici. Ce sont des ensembles d'individus qui partagent une même situation économique, une même situation sur le marché, une même probabilité de pouvoir s'approprier ou non des biens économiques, ce que je viens de dire, d'un certain type, par le biais d'échanges marchands, et par conséquent des intérêts économiques communs. Ces classes ne sont, selon Weber, ni nécessairement des communautés,
des groupes dont les membres sont liés par la conscience de leur commune appartenance et de leur commune possession d'un certain nombre de biens matériels ou symboliques, ni par conséquent nécessairement des acteurs collectifs capables de peser sur la dynamique sociale globale. Donc là, ce que dit l'auteur, en faisant parler Weber, c'est que Weber pense que ces groupes d'individus qui font partie de l'ordre économique, qui sont des classes sociales du coup, hein. C'est des classes sociales parce qu'on s'intéresse à la sphère économique. Pour Weber, en gros, les classes sociales, dans son analyse, n'ont pas forcément de conscience de classe. Quand il est dit dans le passage qu'on vient de voir, hein, ils ne sont pas liés par la conscience de leur commune appartenance à une même communauté ou à une commune possession d'un certain nombre de biens matériels, et ainsi de suite, bah Weber dit qu'ils n'ont pas forcément de conscience de classe. Ils peuvent en avoir une en fait, mais la plupart du temps, ils n'en ont pas. On oppose Marx et Weber en disant que dans un des cas, il y a conscience de classe, et dans l'autre cas, il n'y en a pas, pour simplifier si vous voulez, pour construire des plans, pour des rédactions, c'est plus simple. Mais si on est vraiment précis, Weber pense que parfois il peut y avoir une conscience de classe chez les classes, chez les classes sociales. Mais ça dépend des situations, des contextes. Alors, je reprends la lecture. C'était ici. Le fait de partager un commun intérêt économique ne conduit pas nécessairement les membres d'une classe à agir de pair, de manière concertée et organisée. Donc là, ça enfonce un petit peu le clou encore dans l'idée qu'il n'y a pas forcément de conscience de classe, avec l'idée que c'est pas parce que les gens ont des points communs que du coup ils ont conscience de faire partie du même groupe et qu'ils vont automatiquement, comme le sous-entend Marx, se mettre en mouvement pour défendre leurs intérêts de manière organisée. Ils vont défendre politiquement leurs intérêts. Donc là, chez Weber, c'est pas du tout automatique, ça n'arrive pas, en vrai. Alors ça, c'était pour l'ordre économique, d'accord? En fait, on peut comparer Marx et Weber au niveau des classes sociales jusqu'à ce niveau-là. Après, quand on continue d'expliquer l'analyse de Weber, on parle d'un truc qui n'est pas dont Marx ne parle pas. Donc là, on dépasse un peu l'analyse marxienne en proposant un autre critère pour classifier les individus. Donc ici, je reprends ici. Donc les groupes de statuts qui existent dans l'ordre social. Donc ça, c'est le deuxième ordre, donc deuxième critère hiérarchique pour classifier les individus, hein. Ce sont donc les groupes de statuts, c'est comme ça qu'on les appelle, qui vont se distribuer dans ce qu'on appelle l'ordre social. Weber soutient l'idée que toute société se définit aussi par la manière dont se distribue en son sein l'honneur et le déshonneur. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de la part de Max Weber, c'est de considérer tout simplement que dans une société, il y a des individus qui sont honorables, c'est-à-dire qui sont source, qui cumulent le prestige. En gros, ils sont des gens qui sont estimés par le reste de la société, et donc qui ont une certaine, qui ont un certain honneur. À l'inverse, il y a certaines catégories d'individus qui, au contraire, ne sont pas source de prestige ou qui ne sont pas estimés par le reste de la société, qui font plutôt l'objet d'un déshonneur. Et donc ça, c'est, selon Weber, c'est intéressant de décrire quel groupe d'individus concentre les honneurs et quels groupes d'individus peuvent potentiellement concentrer les déshonneurs. De ce fait, apparaissent selon lui des groupements d'individus qui partagent une même évaluation positive ou négative de leur dignité. C'est-à-dire il y a des groupes de gens qui sont estimés et d'autres pas très bien estimés du reste de la société, donc c'est intéressant de savoir de qui il s'agit. Ce sont donc des groupements d'individus partageant un même honneur, un même prestige, liés selon le cas à la naissance. Exemple, une origine aristocratique. Donc effectivement, là, si vous naissez dans une famille noble, issue de la noblesse, avec un nom connu, eh bien, même sans avoir rien fait, vous êtes déjà estimé, parce que vous êtes fils de monsieur machin, ou de madame bidule, et donc vous êtes forcément, de par votre naissance, en bonne position pour être estimé dans la société. Donc ça peut être l'origine aristocratique de la naissance, ça peut être lié à la profession. Il y a des métiers qui permettent d'accéder au prestige plus facilement que d'autres, hein. Les vedettes du spectacle et du sport, pour ne citer que ces deux exemples, hein, mais on peut en trouver d'autres, hein. Donc
Être un joueur de foot très connu et très bien payé, ça aide à être estimé des autres membres de la société. Être un artiste très connu et très respecté, ça aide également à attirer le prestige comment dirais-je, l'estime des autres. Je continue ici. Un niveau d'instruction. Donc là, si vous avez fait des études aussi, c'est source de prestige. Si par exemple vous avez un doctorat, donc on dit de vous que vous êtes docteur, hein, c'est pas que dans la médecine, hein, docteur en sciences économiques, ça veut dire que vous avez un bac plus 8 au moins dans le domaine de l'économie. Et donc ce titre-là de docteur est source de prestige. Voilà. Dit autrement, on ne s'adresse pas à vous de la même façon quand vous êtes docteur ou quand vous n'êtes pas docteur en économie, tout simplement. Parce que le titre universitaire est source de prestige. Ou au contraire, alors là on passe dans le cas des déshonneurs, c'est-à-dire des groupements d'individus qui, au contraire, sont source de déshonneur, n'ont pas de prestige, ou on pourrait même dire sont source de mépris social. Donc une même indignité, une même stigmatisation. Stigmatisation, ça veut dire qu'en gros, on va vous montrer du doigt tout le temps. Voilà, alors peut-être pas au sens propre, hein, mais en tout cas, on va parler de vous en vous nommant, en vous visant personnellement, hein, en vous stigmatisant. Alors, exemple de populations qui sont sources de stigmatisation et de déshonneur, on va les hors-la-loi, alors sauf évidemment dans certaines fictions où on va plutôt glorifier les hors-la-loi, mais en général, un hors-la-loi qui a fait quelque chose de très mal, il est plutôt mal vu dans la société. Euh, bon, les drogués, voilà, les drogués, ils ont une vision, c'est un groupe d'individus qui est mésestimé dans la société. Les infirmes aussi. Alors même si évidemment il y a des tas de politiques pour essayer de dépasser, on va dire, la question du handicap, voilà, être handicapé, malheureusement, c'est encore source de peu de prestige social. Bon, on pourrait trouver d'autres exemples, hein. De toute façon, je pense que j'en donne par la suite, mais les chômeurs, par exemple, hein, c'est l'exemple typique de la catégorie de personnes qui font l'objet d'un mépris social permanent, et un mépris qui est souvent alimenté par les médias, d'ailleurs, hein. Donc, le groupe des chômeurs, c'est un groupe d'individus qui existe et qui a pour caractéristique de ne pas être estimé dans la société, de ne pas être prestigieux. Je reprends ici. Donc, enfin, les partis politiques. Donc ça, c'est le troisième ordre, hein. On a vu l'ordre économique avec les classes sociales chez Weber, l'ordre social, c'est-à-dire répartition du prestige entre les groupes de statut, et là, enfin, troisième dimension de cette stratification, c'est l'ordre politique, au sein duquel se distribue, selon une hiérarchie d'accès au pouvoir, se distribuent donc les partis politiques. Donc enfin, les partis politiques qui existent dans l'ordre politique comme rivaux dans la course au pouvoir, ce que je viens de dire, dans l'occupation de l'appareil d'État à ses différents niveaux et l'exercice du pouvoir d'État. Alors c'est quoi l'appareil d'État? Le mot appareil, c'est un terme qu'on utilise pour dire que voilà, l'État, c'est un ensemble d'institutions, de règles qui définissent quelles instances ont tel pouvoir sur telle autre instance, qui peut faire quoi, dans quelle mesure, voilà, qui a telle ressource, qui doit faire telle chose. Donc l'ensemble de ces règles qui structurent les institutions politiques, on appelle ça l'appareil d'État. Voilà. C'est un petit peu abstrait comme expression, mais pas que ça vous perturbe. Voilà, c'est juste comment c'est l'organisation étatique, si vous préférez. Donc les partis politiques, ils se bagarrent hein, pour accéder au pouvoir de l'appareil d'État et afin de pouvoir exercer ce pouvoir. Ce sont des groupements d'individus qui partagent une même conception du monde et défendent les mêmes propositions politiques, les mêmes orientations gouvernementales et qui se coalisent de manière à s'assurer les conditions de leur mise en œuvre dans et par l'appareil d'État. On se coaliser, ça veut dire qu'ils se regroupent, d'accord? Ils vont former des groupes pour essayer d'atteindre leur objectif. Groupements qui, tant par leur organisation hiérarchique interne, leurs appareils, leurs permanents, bon ça c'est un peu inutile, c'est comment les partis politiques eux-mêmes sont organisés. On parle d'appareil politique, hein, un parti politique, c'est un ensemble de règles de fonctionnement également, avec des instances, des, des chefs, des sous-chefs,
les permanents, c'est ceux qui s'occupent de faire fonctionner le parti, et ainsi de suite. Voilà, c'est pareil, il ne faut pas que ça vous perturbe. Donc, hiérarchie interne, leur appareil, leur permanent, que par leur liaison étroite avec l'appareil d'État, acquièrent une certaine autonomie à l'égard des groupes sociaux, classes ou groupes de statut qu'ils représentent. Bon. Pour terminer, dans le dernier paragraphe, selon Weber, classe, groupe de statut et partis politiques ne coïncident pas nécessairement au sein des sociétés contemporaines, sans être pour autant imperméables les unes aux autres. En fait, ces trois types de groupements relèvent de trois échelles différentes de valorisation, de trois hiérarchisations qui se recoupent sans pour autant nécessairement se superposer. L'une dans l'ordre de la richesse, l'autre dans l'ordre du prestige, la troisième dans l'ordre du pouvoir. Si la réponse précédente, celle de Marx, alors là il fait référence à son analyse plutôt dans le texte, enfin dans son livre, que nous du coup on n'a pas dans le document. Donc, si la réponse précédente, celle de Marx, présupposait la réunion en un même groupement, la classe sociale donc, des trois caractéristiques de la communauté d'intérêt économique, de la communauté de style de vie et de la communauté de valeurs et d'action politique, la thèse weberienne, au contraire, affirme que les trois caractéristiques relèvent de trois modes et types de groupements différents. Bon, donc là, pour essayer de résumer et donc de simplifier, ce que dit Weber, c'est que donc il y a trois ordres et que ces ordres sont liés les uns aux autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul et même ordre, mais il y a quand même un lien entre les uns et les autres. Ça veut dire que si vous êtes par exemple très prestigieux dans un domaine, donc dans l'ordre social, il se peut que grâce à ce prestige, vous gagniez de l'argent. Un acteur très prestigieux, bah, il va avoir du succès, il va gagner de l'argent. De la même façon, l'inverse est possible. Il est possible que si vous êtes très riche, bah, vous pouvez vivre avec luxe et faste, et donc que cela attire l'honneur, que ce soit source d'honneur. Les autres vous estiment parce que bah, vous menez la grande vie. Et troisième élément, parti politique, ça peut aussi être lié aux deux autres ordres. Hein. Un homme politique qui a beaucoup de pouvoir peut être source de prestige et aussi en tirer des bénéfices monétaires. On peut tirer des avantages matériels. Donc ces trois ordres sont liés sans pour autant se superposer. Alors que chez Marx, on pourrait dire que les trois se superposent en un seul, et c'est pour ça que ça ne sert à rien de proposer trois critères différents, puisque pour Marx, l'opposition entre propriété des moyens de production et non-propriété est en fait au principe du reste des autres formes de différenciation. Alors, on va pouvoir passer aux commentaires du texte, bien qu'en vérité, j'ai déjà dit énormément de choses en le lisant. Donc, ce que je propose, c'est de couper la vidéo maintenant. On reprendra après pour commencer à faire le commentaire et la remarque. Donc j'arrête la vidéo et je reprends après.